Ok, je pense qu'on peut démarrer. Alors, Madame Mouratou, toujours malade avec la grippe, donc c'est moi qui fais le cours aujourd'hui. Et je pense que je vais peut-être pouvoir terminer celui-ci, le cours 4, et peut-être aussi le cours 5, ou en tout cas, on aura bien avancé sur le cours 5 et il resterait peut-être un tout petit peu à terminer. Mais l'objectif, c'est d'avancer aussi loin dans les 5 premiers cours. Alors, la semaine dernière, il me semble qu'on s'était arrêté sur cette diapositive avec, chez les coronavirus, la distinction entre les polyprotéines qui sont codées sur l'ARN génomique et les différentes protéines exprimées à partir d'ARN messagers plus courts, y compris les protéines structurales, les glycoprotéines de spike, la nucléocapside et les protéines de matrice E et M. Alors ça nous mène à une autre différence un petit peu entre les Coronaviridae et puis les deux autres familles que l'on avait regardées, les Picorna et les Flaviviridae. C'est-à-dire que pour les Flaviviridae et les Picorna, le seul ARN messager, c'est aussi l'ARN génomique du virus. Et donc, lorsque le virus se réplique, il transcrit un ARN brun- complémentaire. Et à partir de cette copie en ARN brun-, l'autre virus ARN brun plus va produire tout un tas de copies de l'ARN génomique intégral qui servent à la fois d'ARN messager et de génome. Alors, chez les Coronaviridae, c'est un peu plus compliqué parce qu'on commence avec l'ARN génomique et à partir de là, le virus va faire deux types de transcrits ARN brun-, des ARN complémentaires qui couvrent la totalité, qui recopient la totalité du génome, et aussi les ARN brun- plus courts. Et chacun de ces ARN brun- va servir de matrice pour transcrire des ARN messagers qui sont courts et qui codent pour chacun une protéine différente. Alors on a un problème, ou les coronavirus ont un problème avec ce système, parce que si vous vous souvenez de l'action de la protéine non structurale NSP1, qui se fixe sur le sous-unité count S du ribosome cellulaire et qui bloque l'accès pour les ARN messagers. Si on veut exprimer un ARN messager qui est court, il faut que chacun de ces ARN messagers possède à l'extrémité 5' la séquence leader, parce que c'est cette séquence leader qui permet de décrocher la protéine virale NSP1 du ribosome cellulaire et de permettre le ribosome de commencer à lire sur l'ARN messager pour trouver le premier codon AUG. Dans ce cas-là, il faut qu'on ait la séquence leader qui arrive, qui est représentée au début de chacun de ces ARN messagers. Et ce qui semble se passer, c'est que lorsque cette séquence L est ajoutée lors de la transcription de de la formation de ces brins complémentaires. C'est-à-dire que lorsque l'ARN polymérase virale va se fixer ici et va commencer à transcrire l'ARN complémentaire dans ce sens-là, soit l'ARN polymérase va aller jusqu'au bout et faire une séquence en longueur complète, ou alors elle va aller jusque-là, et puis en fait, après, elle va sauter et commencer à recopier la séquence leader. Et c'est comme ça que sur chaque copie un peu plus courte d'ARN brun- complémentaire, l'ARN polymérase virale va sauter et recopier la séquence leader qui est à l'extrémité 5' du génome. Et c'est ainsi que chacun des ARN messagers du virus va commencer avec la séquence leader qui est essentielle pour assurer la traduction des ARN messagers viraux.
Donc ça, c'était un peu la fin de cette partie-là sur les virus à ARN brun plus. Juste pour voir si vous vous rappelez de certaines choses, je vais vous poser cette question-là. Ah, j'aurais dû faire ça pendant qu'on attendait. Mais... Normalement, j'ai ouvert le sondage. Ah oui, ok. Ok, c'est pas mal ça, pas mal comme réponse. Okay. Donc voilà les réponses. Principalement 1 et 4 où A et D sont plébiscités. Oui, globalement c'est vrai. Vous avez trouvé les deux bonnes réponses. Donc, il faut bien saisir la question vrai pour les Picornaviridae et fausse pour les Flaviviridae. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est encore la différence en stabilité virus enveloppé, virus non enveloppé. Les Picornaviridae sont non enveloppés. Globalement, les particules sont plus stables. Et c'est particulièrement vrai pour les Picornavirus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est lié à leur mode de transmission. La plupart des Flaviviridae sont transmis par des vecteurs. Donc les particules virales sont rarement dans leur environnement à l'extérieur d'un hôte. Tandis que les Picornaviridae sont souvent les entérovirus qui peuvent être rester infectieux dans les os pendant une période relativement longue. Donc A, c'est vrai. B, l'entrée se fait par fusion membranaire, c'est faux. Donc c'est vrai pour les flavis, c'est faux pour les Picornaviridae. Ça, c'est une mauvaise réponse parce que c'est vrai pour les deux. D'accord? Donc ça, c'était pas une bonne réponse à la question. Et D, c'était une bonne réponse. Je ne suis pas sûr qu'on a vu ça dans le cours, mais le génome des Picornaviridae commence avec la protéine VPG qui est attachée à l'extrémité 5' de l'ARN génomique. Donc du coup, la synthèse de l'ARN génomique doit commencer avec une amorce protéique. Donc D, c'est correct. Donc bien deviné pour ça. Oui, j'ai mis une autre question. Je pense que ça vaut la peine de la considérer parce que toutes ces compréhensions de cycles d'application virale sont importantes parce qu'une fois qu'on comprend comment fonctionnent les virus, on peut imaginer les moyens de les contrer. Donc, je vous propose... Ah, j'ai pas mis le code QR encore là. Attendez. Oui.
Je vais vous proposer cette question-là également. Ok. Ok, pas mal, pas mal. Ok, personne n'a pris un. Oui, effectivement, les ribosomes sont cellulaires. Polymérase à ADN, non, c'est un virus à ARN. Donc, il n'y a pas de polymérase à ADN viral chez les coronavirus. Polymérase à ARN viral, oui, c'est une cible potentielle à utiliser. Et tout le monde a oublié, ou presque tout le monde a oublié, la protéase. La protéase ou les protéases virales sont essentielles pour cliver les polyprotéines A et AB. Et si ces polyprotéines restent non clivées, bah, les protéines sont non fonctionnelles et le virus ne peut pas se répliquer. Donc la protéase est aussi essentielle. Donc il y a des molécules qui ont été développées, qui sont autorisées pour une utilisation clinique. Le Paxlovid, c'est une combinaison de deux molécules, dont une qui est un inhibiteur de la protéase virale, ou la protéase CL-Pro, je crois. Et le molnupiravir, c'est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale, avec le Paxlovid avec un peu plus d'efficacité clinique que le molnupiravir. Ok, donc ça c'est, on va avancer sur un peu le résumé flavivirus, picornavirus et coronavirus. Les exemples de certains virus dans chaque catégorie, et vous devez connaître ça, ce tableau-là. Donc tout ça, c'est à savoir, ça, à connaître. Les flavivirus et picorna, ils ont une IRES pour démarrer la traduction. Les coronavirus, non, parce que les RN en 5' possèdent une structure en coiffe chez les coronavirus. La fonction des IRES est un peu différente entre les flavivirus et les picornavirus. Les trois codent pour une polyprotéine dans leur génome, soit toutes les RN codent pour une protéine, soit une grande partie chez les coronavirus. L'initiation de l'ARN polymérase, c'est un petit peu différent chez les Picornaviridae avec la protéine VPG qui sert d'amorce pour la synthèse de l'ARN. Et autre détail, l'extrémité 3' est en polia pour les Picorna et les Coronaviridae et pas vraiment le cas pour les Flaviviridae qui ont une structure secondaire en 3' qui assure la stabilité de l'ARN génomique dans la cellule. Ok, donc ça c'est un peu
les exemples de différents types de virus à ARN brun positif et leur stratégie de réplication et d'expression génomique. Alors, on va avancer sur les virus à ARN brun moins et on terminera tout à l'heure avec les rétrovirus. Alors, pour les virus à ARN brun moins, ceux qui rentrent dans la cellule après l'entrée, la décapsulation, c'est une molécule d'ARN brun moins qui ne peut pas être traduit en protéines. Donc, la première étape que le virus doit accomplir, c'est de transcrire cet ARN brun moins, soit en copie longueur intégrale pour recopier son génome, ou alors en ARN messager plus court qui permettent de synthétiser les protéines virales. Et de ce fait, tous les virus à ARN brun moins doivent apporter la polymérase ARN dépendante de l'ARN à l'intérieur de la particule virale afin d'avoir cette polymérase directement disponible et active sur l'ARN génomique. Alors, un des problèmes pour les virus ARN brun moins, c'est de comment transcrire plusieurs molécules d'ARN brun plus à partir d'une seule matrice en ARN brun moins. Parce que cet ARN génomique doit servir de matrice soit pour les ARN qui couvrent toute la longueur du génome, ça ce sont les intermédiaires de réplication. Ces intermédiaires n'ont pas forcément une coiffe en 5' mais une queue poly-A. Et en même temps, ou en plus, le virus doit transcrire à partir de cet ARN brun moins des ARN messagers qui sont maturés un peu comme des ARN messagers cellulaires. Donc, les virus doivent faire ces deux choses-là. Alors, pour exprimer plusieurs ARN messagers brun plus à partir d'un seul génome en ARN brun moins, on a une solution un peu radicale trouvée par les orthomyxoviridae qui est de segmenter le génome. C'est-à-dire que globalement, chaque molécule d'ARN génomique va coder pour une protéine virale. Et ainsi, pour la plupart de nos segments génomiques, on n'a pas le problème de synthétiser deux ou plusieurs molécules d'ARN messager à partir d'une seule molécule d'ARN brun moins matrice. Donc chaque ARN brun moins ici va servir de matrice pour sa copie intégrale et pour un ARN messager. Donc ça, c'est globalement ce qui se passe, sauf pour les deux segments les plus courts, 7 et 8, qui codent chacun pour deux protéines, parce qu'ils permettent de transcrire deux ARN qui vont subir un épissage alternatif. Alors, pour les orthomyxovirus, je ne vais pas raconter tout ça, je pense qu'on l'a vu lorsqu'on regardait les mécanismes d'attachement et d'entrée. En termes de génome, juste un rappel que le numéro du segment génomique est en lien avec la taille de la molécule. Donc, si on prend des particules virales purifiées du virus de la grippe, on extrait des acides nucléiques, on met ça sur un gel d'acrylamide, on sépare les différents segments génomiques par leur taille. Et le segment 1, c'est la molécule qui a le plus fort poids moléculaire, plus grand. Donc on a ça, les segments numérotés des plus grands aux plus petits. Les segments 1, 2 et 3 codent pour les différentes sous-unités de la polymérase virale. Donc PA, c'est la polymérase acidique, et PB1, PB2, c'est polymérase basique 1 et 2. Et les trois s'associent pour former la polymérase fonctionnelle. HA, hémagglutinine, NP, nucléoprotéine, NA, neuraminidase. M1, M2, les protéines de matrice majeure et mineure, donc ce sont les protéines structurales, et les polymérases aussi se retrouvent dans la particule virale. Et NS1 et NS2, les protéines non structurales.
Donc, globalement, facile pour les orthomyxovirus. On a divisé le génome sur plusieurs molécules et comme ça, chaque segment génomique sert de matrice pour un ARN messager et sa copie en ARN génomique. Alors, chez les mononégavirales, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, les mononégavirales, c'est un ordre de virus qui a survécu à la réorganisation de la phylogénie virale. Donc, le nom de l'ordre décrit le génome. Ce sont des virus à ARN avec un génome brun moins, donc un brun négatif, et monocaténaire. C'est pour ça. Donc, tous ces virus-là sont caractérisés par le même type de molécules d'ARN génomique. Et ils sont aussi caractérisés par la même organisation structurale. Ils sont tous des virus enveloppés avec une nucléocapside hélicoïdale, soit qui forment des structures relativement rigides, comme les Filoviridae ou les Rhabdoviridae, avec une capside typique en forme d'obus, ou alors les autres mononégavirales ont des nucléocapsides qui sont plutôt flexibles, qui sont filamenteuses, qui sont empaquetées dans une particule qui est plutôt sphérique. Une autre caractéristique des mononégavirales, c'est que ils ont tous un potentiel pathogène assez important, que ce soit en infection humaine et en infection ou en infection chez les animaux. Et on a un nombre quand même assez impressionnant de pathogènes humains très très néfastes. Par exemple, ici, on a le virus Ebola Zaïre, le virus Marburg, les Filoviridae avec les taux de mortalité entre 20 peut-être à 50% selon l'espèce. Le virus de la rage, si on est non soigné, on va mourir presque à tous les coups de l'infection par le virus de la rage. Et même les virus qui sont plus fréquentes, comme le virus des syncytiales respiratoires, le virus de la rougeole, provoquent des infections relativement sévères. Et pour le virus de la rougeole, on a une sorte de recrudescence de ce virus en Europe de l'Est et l'Asie centrale avec des centaines de milliers de cas cet hiver. C'est assez inquiétant parce que c'est principalement des enfants. Et aux États-Unis et en Europe, on a peut-être 2 enfants sur 1000 qui vont mourir à la suite de leur infection. Mais ça, c'est dépendant d'avoir un accès à un bon système de santé. Si on est infecté et on n'est pas bien pris en charge, le taux de mortalité est plus important. Principalement par les infections secondaires. Donc tous ces virus-là, ils ont une capacité potentiel pathogène non négligeable. Alors on va prendre comme modèle le virus de la rage pour comprendre sa stratégie de réplication. Le virus de la rage, un membre de la famille de Rhabdoviridae, caractérisés tous par ces particules avec la forme caractéristique. Une chose qui est assez surprenante chez les Rhabdoviridae, c'est que les différentes sous-familles peuvent infecter soit les vertébrés, soit les insectes, ou il y en a même certaines espèces qui infectent des plantes. Donc moi, je trouve ça assez impressionnant. C'est un groupe de virus qui a vraiment trouvé le moyen pour infecter à peu près n'importe quel type de cellule eucaryote. Bon, il n'y en a pas qui infectent des moisissures ou des levures, mais plantes et animaux et animales, enfin, c'est quand même, il faut le faire. Hein. Donc, une sorte de versatilité impressionnante chez les Rhabdoviridae. Donc, l'ARN génomique est de 11 kilobases en longueur, taille à peu près normale pour un virus à ARN. D'autres mots sur la rage. Donc, clairement, ce n'est pas un virus qui est endémique chez l'espèce humaine. C'est l'exemple typique d'un zoonose.
une infection virale qui nous est transmise à partir d'un réservoir animal. Donc, deux réservoirs importants, les canidés, les chiens sauvages et errants dans pas mal de pays, Afrique du Nord, même peut-être ouais, en Asie peut-être aussi, les chiens qui sont un peu sauvages et ils peuvent être enragés et puis venir vous mordre et vous transmettre le virus. Mais le réservoir primaire semble être à nouveau les chauves-souris, un peu comme la Covid, comme le SARS-CoV-2. Donc, si vous êtes mordu par un chien enragé ou même une chauve-souris que vous avez le malheur de prendre dans les mains et il vous mord, la pathologicité de ce virus vient de son neurotropisme. Donc, le virus peut infecter les axones neuronales dans la périphérie et le transfert rétrograde transporte la particule virale, la nucléocapside, au corps neuronal. Et c'est là où le virus s'applique. Et ensuite, il va être sécrété, les particules virales infectieuses vont être sécrétées sur un autre neurone. Donc petit à petit, le virus remonte votre système nerveux périphérique vers le système nerveux central. Et une fois qu'il arrive dans le cerveau, la personne infectée développe des symptômes. Donc, état d'excitation, fièvre, sensibilité à la lumière, peur de l'eau, comportement violent, les gens ils sont hors de contrôle, ils peuvent mordre des gens et transmettre de l'infection. Et moi j'ai toujours pensé que le virus de la rage c'est à la base de la légende des vampires. Parce que si vous pensez, il y a plusieurs choses qui collent. C'est-à-dire que bon, les personnes avec la rage ont peur de la lumière, donc ils restent au noir, comme le comte Dracula. L'eau bénite, ils ont peur de ça aussi. Et s'ils vous mordent, ils vous transforment en vampire aussi. Vous allez avoir les mêmes symptômes. Et les vampires peuvent se transformer en chauve-souris, n'est-ce pas? Qui, si vous mordent, eux aussi, ils vont vous infecter. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un truc. Alors, comment est fichu le génome des Rhabdoviridae? Et en fait, cette organisation génomique est aussi partagée par l'ensemble des mononégavirales. Globalement, c'est ça. Donc, on représente le génome, la molécule en ARN génomique un petit peu à l'envers, parce que c'est un ARN brun moins, on met l'extrémité 3' ici et 5' là-bas, parce que en fait, ça nous aide à voir un peu les cadres ouverts de lecture qui codent pour les différents gènes viraux. Et ce que l'on voit, c'est que c'est pas comme les picornavirus, c'est pas comme les flavivirus, c'est pas comme les corona, il n'y a pas de polyprotéine virale. Chaque protéine virale est codée sur un cadre ouvert de lecture à part. Et dans l'ordre, chez les Rhabdoviridae, et à peu près comme ça chez l'ensemble des mononégavirales, on a toujours la nucléocapside à cette position-là, à côté de l'extrémité 3'. Toujours la protéine L qui code pour la polymérase est à l'autre bout du génome. Et entre les deux, on a pour les Rhabdoviridae la protéine matrice et la protéine de la glycoprotéine d'enveloppe, les deux autres protéines structurales. Et entre la nucléoprotéine et la protéine matrice, une protéine P pour phosphoprotéine, qui est un facteur essentiel qui se combine avec la polymérase virale. Entre chaque cadre ouvert de lecture, on a ces régions intergéniques. Donc, ce qui se passe, c'est que cet ARN génomique n'est pas tout seul dans la particule virale, elle est couplée ou associée avec la nucléoprotéine, donc c'est la nucléocapside qui entre, et la nucléocapside est également associée à une copie de la polymérase virale, la protéine L, et une copie de la phosphoprotéine. Donc, qui va se fixer ici, sur la séquence leader, et pour synthétiser
les ARN messagers viraux, ils commencent à transcrire à partir de la première séquence intergénique. Mais à chaque fois que l'ARN polymérase virale arrive à un codon stop ou à la fin d'une séquence codante, à la prochaine séquence intergénique, elle va se décrocher de l'ARN brun- et réaccrocher tout de suite et synthétiser le prochain ARN messager sur codé qui est représenté par le prochain cadre ouvert de lecture. Il arrive à une autre séquence intergénique, elle va se décrocher et se réaccrocher. Fait la même chose pour la séquence M, elle se décroche et se réaccroche. Donc comme ça, l'ARN polymérase va synthétiser une copie d'ARN messager pour chaque cadre ouvert de lecture. Mais à chaque fois que l'ARN polymérase se décroche à une séquence intergénique, elle a une certaine possibilité, une probabilité de se décrocher totalement et retourner au début. Donc, ce qui fait que, statistiquement, le virus finit par synthétiser plus de copies d'ARN messager pour les cadres ouverts de lecture qui sont proches de l'extrémité 3' du génome et moins d'ARN messager pour les gènes qui sont codés vers l'extrémité 5'. Parce qu'à chaque fois que la polymérase se décroche, elle a une chance de revenir au début. Donc pour arriver jusqu'à la fin, bon, elle a de moins en moins de chances de transcrire ce gène-là. Et ça, c'est la raison pour laquelle les gènes sont organisés sur le génome dans cet ordre-là. Parce que pour fabriquer une particule virale infectieuse, on a besoin de plusieurs milliers de copies de la nucléoprotéine, mais on n'a besoin que d'une seule copie de la polymérase virale. Donc l'ordre des gènes dans le génome n'est pas aléatoire, ce n'est pas un hasard, c'est optimisé. Et effectivement, si on s'amuse à changer l'ordre des gènes viraux dans le génome par génétique inverse, on peut bouger la nucléoprotéine et la mettre ici. Là, en fait, le virus se réplique beaucoup moins bien. Et ça donne des souches atténuées. Alors, chacun de ces petits ARN brun plus est en effet un ARN messager normal parce que l'ARN polymérase virale est capable d'ajouter une coiffe à l'extrémité 5' et d'aussi ajouter une queue poly-A à chacun de ces ARN messagers. Alors, comment ça marche? Ça marche parce que chaque séquence intergénique est caractérisée par une séquence de 7 uridines. Et lorsque l'ARN polymérase arrive sur cette séquence d'uridine, elle a tendance à glisser et retourner au début et les recopier. Et ce processus de glissement sur la séquence de cette uridine continue jusqu'à ce que la polymérase a rajouté à peu près 200 adénines. Et à ce moment-là, l'ARN polymérase va se détacher. Et en fait, il va redémarrer la transcription tout de suite après. Ou alors, il va se décocher totalement et revenir au début de l'ARN génomique. Donc ça marche pour synthétiser des ARN messagers. Mais en plus de ça, le virus doit synthétiser une copie en ARN brun plus qui couvre la totalité du génome sans ajouter de poly-A au milieu, des trucs comme ça. Et la synthèse intermédiaire de réplication en brun plus s'accomplit parce que le switch est déterminé par la quantité de la protéine de nucléocapside. Lorsqu'il y a une quantité suffisante de protéines de nucléocapside, elle va se fixer sur l'ARN brun plus qui vient d'être retranscrit et ça va supprimer ce phénomène de glissement sur les séquences d'uridine. Et de ce fait, l'ARN polymérase ne va pas rajouter une queue poly-A et elle ne va pas se détacher de l'ARN génomique viral. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura la synthèse d'une séquence longueur intégrale
de tout le génome en ARN brun plus, mais qui est directement associé à la nucléoprotéine. Et c'est cette ARN brun plus encapsidé qui servira de matrice pour la synthèse de nouvelles copies d'ARN génomique. Donc ça, c'est un autre truc qui est important chez les virus ARN brun moins. L'ARN polymérase virale ne prend pas en charge les ARN libres. Elle va recopier uniquement des ARN viraux associés avec la protéine de nucléocapside. Et c'est un peu comme ça que le virus ne va pas recopier des ARN cellulaires. OK. Alors, on va voir si vous avez compris un petit peu sur ça avec cette question. Quels sont les éléments essentiels pour la réplication des robes de virus? Oh. Ouais, quel est le minimum nécessaire? Oh. Ah, et personne n'a eu la bonne réponse. Bonne réponse est D. Ah, ouais, ok, une personne. La bonne réponse est D. Ça, ok, personne n'a mis ça, ça va. ARN brun moins, ça suffit pas. 2, ça ne marchera pas parce que l'ARN polymérase virale de tous les mononégas virales va recopier uniquement en ARN associé avec des nucléocapsides. Donc c'est pour ça que 2 est fausse, et pas la bonne réponse. Donc 3, ok, je comprends, c'est une bonne idée, parce qu'il faut la nucléoprotéine en plus, mais en réalité, il faut aussi la phosphoprotéine. Donc c'est le complexe polymérase plus phosphoprotéine qui constitue une polymérase fonctionnelle. Donc il faut ces 4 choses, l'ARN génomique viral, nucléocapside, phosphoprotéine et la nucléoprotéine. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à faire. Ok, donc on va terminer nos cycles de réplication ou stratégies de réplication et d'expression génomique avec les rétrovirus. Classe 6 de Baltimore, c'est-à-dire les virus avec un génome en ARN dans la particule, mais qui se répliquent via un intermédiaire en ADN double brin chez la cellule infectée. Et on distingue deux sous-familles chez les Retroviridae, les Spumaviridae et les Orthoretroviridae. Et chez ces sous-familles, on a, chez les orthorétrovirus en tout cas, on a plusieurs genres, distingués par leur homologie de séquence génomique. Et probablement le plus célèbre, c'est le lentivirus VIH1, qui
a réussi à coloniser l'espèce humaine, découvert en 1983 par l'équipe de Luc Montagnier, avec une contribution peut-être la plus importante par Françoise Barré-Sinoussi. Ce n'était pas le premier rétrovirus humain identifié. Le premier, c'était le HTLV1, identifié par Bob Gallo aux États-Unis. Alors, l'antivirus sont... ok, tous les rétrovirus sont des virus enveloppés avec une nucléocapside icosahédrique, avec un génome en ARN brun plus entre 8 à 10 kilobases de longueur. Et tous les rétrovirus ont 2 copies de l'ARN génomique dans la capside. Donc ça, c'est quelque chose de différent par rapport à tous les autres virus que l'on a vus. Donc, quelque part, les rétrovirus sont diploïdes. On peut l'imaginer comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont 2 copies du génome dans chaque particule virale infectieuse. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres virus. Chez les rétrovirus, chez l'antivirus plutôt, les nucléocapsides ont cette forme caractéristique un peu conique qui permet de les identifier en microscopie électronique. Pour les autres rétrovirus, la nucléocapside est d'une forme plus sphérique, un icosèdre plus classique. Donc globalement, comment marche la réplication des rétroviridae? On a le génome ou l'ARN génomique viral qui rentre dans la cellule, qui doit être recopié en ADN double brin. Et pour cela, il faut une transcriptase inverse. Évidemment, dans la cellule, il n'y a pas de transcriptase inverse dans le cytoplasme qui permet de faire ça. Donc, le virus doit apporter avec lui, dans la capside, sa transcriptase inverse. Donc, ce processus de transcription inverse a lieu dans le cytoplasme. Donc, ça génère une copie en ADN double brin qui doit être transportée dans le noyau. Et cet ADN double brin doit être intégré dans le génome de la cellule hôte via une intégrase virale. Et à partir de ce moment-là, les différents gènes viraux peuvent être exprimés par la transcription des ARN messagers par l'ARN polymérase de la cellule hôte. Donc le virus n'a pas besoin de coder pour une ARN polymérase. Il a besoin de coder pour une transcriptase inverse et une intégrase. Alors, donc on a un peu un problème comme pour les virus à ADN ou les petits virus à ADN, c'est-à-dire que sur notre génome en ADN double brin, le génome proviral, on n'a qu'un seul promoteur. Mais le virus doit exprimer plusieurs gènes à partir du même promoteur. Donc comment il va faire ça? Donc déjà, la première étape, et voilà, et aussi la transcription de cet ADN proviral par l'ARN polymérase cellulaire doit être capable de redonner, reproduire les copies du génome complet du virus en ARN brun plus. Et là encore, ça va être un petit problème parce que si j'ai un promoteur ici sur mon ADN double brin, la transcription ne commence pas au début du promoteur, il commence après le promoteur. Donc, comment je vais faire pour recopier l'information dans le promoteur sur mon génome? Ça, c'est un problème. Donc, pour ça, on a une sorte de petit tour de passe-passe qui se fait pendant la phase de transcription inverse. Donc, c'est-à-dire que dans le génome viral, en ARN, on voit que les extrémités sont composées d'une séquence répétée que l'on retrouve à l'extrémité 5' et à l'extrémité 3'. On a une région qui code pour les protéines à l'intérieur, au milieu du génome. Et sur les extrémités, dont les régions 3' et 5' non codantes, on a une séquence qui est unique sur la région 5' du génome, U5, et une autre séquence qui est unique dans la région 3'
de l'ARN génomique viral U3. Lors de la transcription inverse, par un petit tour de passe-passe moléculaire, l'ADN proviral qui est généré permet de recopier cette séquence U3 ici en amont des séquences R et U5 de la région 5', et aussi il permet de recopier la région U5 en aval de la séquence U3 et R, l'autre extrémité du génome. Donc l'ADN proviral est caractérisé par les séquences dites LTR, séquences répétées terminales longues. Et donc c'est cet ADN proviral qui va être intégré dans l'ADN de la cellule hôte. Alors ça c'est essentiel parce que c'est la séquence U3 qui comprend les sites de fixation des facteurs de transcription de l'hôte, et c'est la séquence U3 qui constitue le promoteur pour la transcription virale. Et la transcription va commencer en début de cette séquence R. Donc lorsque l'ADN proviral est transcrit à partir, est transcrit, en fait on va générer une séquence en ARN qui commence ici, qui va jusque-là, et on aura l'ajout d'une queue poly-A à partir de cette séquence R à l'autre extrémité. Et c'est comme ça qu'on peut régénérer une séquence de génome complet entre la transcription inverse et puis l'action de l'ARN polymérase cellulaire. Alors, je ne vais pas commenter ce vidéo parce que j'essaie de rattraper un peu de temps dans les cours. Donc, mais néanmoins, je vous conseille de le consulter. C'est une vidéo très bien faite et commentée par Vincent Racaniello. Vous pouvez entendre sa voix de New-Yorkais sur ce vidéo. Ok, donc ça c'est comment répliquer le génome. Deuxième problème pour les rétrovirus, comment exprimer plusieurs gènes, plusieurs protéines à partir d'un seul promoteur. Donc, lorsqu'on regarde dans l'organisation génomique du VIH, on regarde qu'on a différents cadres ouverts de lecture qui sont dans différents cadres de lecture sur l'ARN, sur l'ADN proviral. Et si on transcrit une copie d'ARN en longueur intégrale, l'ARN génomique, qui commence avec la séquence R et qui se termine avec une séquence de poly-A après la séquence R à l'autre LTR. Ce qu'on va avoir sur cet ARN génomique, ce sont des séquences codant pour une polyprotéine GAG et la polyprotéine GAG-POL. Mais lors de la transcription de l'ARN dans le noyau de la cellule hôte, les transcrits primaires, normalement, ne sont pas exportés du noyau. Les transcrits primaires sont maturés, épicés et puis exportés. Donc, la première chose qui va se passer lorsque ce promoteur devient actif, c'est que les premières molécules d'ARN vont être multi-épicées. Donc, les premiers transcrits qui vont être exprimés à partir du génome du VIH, ce sont les ARN messagers multi-épicés, codant pour les protéines NEF, TAT et REV. Et ces protéines-là ont des fonctions assez intéressantes pour le virus. Donc la protéine NEF a de multiples fonctions liées à l'évitement de la réponse immunitaire. La protéine TAT, c'est pour transactivateur de transcription, est capable d'augmenter l'activité de transcription de la LTR. Donc dès qu'on commence à avoir un peu de TAT exprimé, alors ça va s'emballer et on aura une transcription beaucoup plus active. Et la protéine REV est essentielle pour l'export des ARN messagers mono ou non épicés. Parce que la protéine REV va se fixer sur une structure en ARN secondaire qui se retrouve ici dans le cadre ouvert de lecture de la ONV. Et le REV va permettre l'export des ARN viraux non épicés ou mono-épicés. Donc dès qu'on a suffisamment de protéines REV,
on commence à avoir l'export et l'expression des autres gènes viraux. Donc, codant pour la ENV, codant pour GP, les glycoprotéines d'enveloppe, VIF, VPR, bon, qui ont d'autres fonctions, et l'ARN génomique peut être exporté grâce à la protéine REF. Donc, chez les rétrovirus, on a quelque chose qui est un peu comme les virus ADN, gènes précoces, gènes tardifs. Les gènes précoces sont codés sur les transcrits multi-épicés et les gènes tardifs sont codés sur les ARN mono ou non épicés. Alors, les polyprotéines GAG et GAG-POL, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, on a dans la polyprotéine GAG les protéines de structure de la capside, la matrice et la nucléocapside. Et dans la polyprotéine POL, on a les trois enzymes virales qui sont essentielles, la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase virale. La protéase virale est essentielle pour découper ces deux polyprotéines, pour donner des protéines fonctionnelles. Alors, un truc qui est sympa chez les rétrovirus, c'est le réglage de l'expression des polyprotéines GAG et GAG-POL. Parce que normalement, lorsque le ribosome va arriver sur l'ARN génomique viral, et il va traduire la polyprotéine GAG, et puis il arrive à un codon stop, et puis il s'arrête. Vous voyez, il se détache, il va traduire autre chose. Mais de temps en temps, on a un glissement du ribosome sur l'ARN messager, ce qui lui permet de reculer d'un nucléotide sur l'ARN messager et de traduire dans un cadre ouvert de lecture différent. Et c'est ça qui lui permet de lire à travers le codon stop et de traduire la polyprotéine GAG-POL. Ok, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire cette question-là. Je garderai peut-être pour les derniers cours. Donc là, avec ça, je vais terminer le CM4. Donc pour les virus à ARN, ils ont tous dans leur génome un ARN polymérase dépendante de l'ARN. Pour les virus à ARN brun plus, les deux choses essentielles à retenir, c'est comment font les virus pour permettre la traduction des protéines virales à partir de l'ARN génomique, avec éventuellement l'utilisation du NIRS. Comment on produit plusieurs protéines à partir d'un seul génome avec une protéase virale. Pour les virus à ARN brun moins, chez les mononégavirales, c'est ce système d'arrêt redémarrage qui permet d'exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'une seule molécule d'ARN brun moins génomique. Et pour les rétrovirus, on a une sorte de mélange un peu curieux entre différentes choses qu'on a vues chez différents types de virus. Donc, on a une polymérase associée avec l'ARN génomique dans la particule virale. Ça, c'est un peu comme les virus de classe 5. Pour les rétrovirus, c'est une transcriptase inverse, ce n'est pas un ARN polymérase. On a l'expression d'une polyprotéine ou des polyprotéines qui doivent être clivées par une protéase virale. Et ça, c'est comme les virus à ARN brun plus. Et lorsqu'on regarde aussi l'organisation génomique, c'est un peu comme les Picorna ou les Flaviviridae. C'est-à-dire qu'on a des protéines de capside à l'extrémité 5' et on a les enzymes sur la deuxième, sur la partie 3'. Donc ça, en organisation génomique, c'est un petit peu comme un virus à ARN brun plus ici. En fait. Et on a, pour exprimer différents gènes, l'utilisation de l'épissage alternatif, qui est quelque chose qu'on a vu avec les virus à ADN. Et c'est possible pour les rétrovirus parce que l'ADN proviral est dans le noyau et du coup, le virus peut exploiter tous les mécanismes cellulaires pour l'expression et la maturation des différents ARN messagers. Je vais m'arrêter ici pour le CM4, mais on va continuer pour les dernières 25 minutes pour démarrer le dernier cours. D'ailleurs, il faut que j'arrête ça. Donc on va...
aller sur le dernier cours sur les mécanismes moléculaires de réplication virale. Et on va regarder les dernières étapes dans le cycle de réplication virale, l'assemblage des particules virales et leur libération. Donc on va suivre ce plan avec un regard sur les sites de production virale, ensuite les mécanismes de formation de capsides, libération de particules nues et de particules enveloppées. Alors, pour les sites de production virale, ce qu'il faut comprendre, ça c'est quelque chose qui est vraiment commun pour presque la totalité de virus eucaryotes, en tout cas chez les animaux. C'est que la production virale, elle n'est pas juste éparpillée partout dans le cytosol ou dans le noyau. La réplication virale est séquestrée sur certains sites dans la cellule infectée. Et différents types de virus forment des sortes de centres de production virale à l'intérieur des cellules infectées. Donc pour les virus à ADN, bah, la grande majorité des virus à ADN se répliquent dans le noyau. Donc là on a deux choix. Soit le virus peut exporter son ADN et former des capsides dans le cytoplasme, ou alors on peut faire l'inverse, importer les protéines de structure dans le noyau et former des capsides dans le noyau. Et c'est cette seconde option qui est utilisée tout le temps pour les virus ADN. Pourquoi? Parce que si on a de l'ADN nu dans le cytoplasme, les cellules n'aiment pas ça. Et donc ça va alerter la cellule au fait qu'elle est infectée et elle va démarrer les mécanismes de défense innés contre l'infection virale. Donc les virus à ADN qui ont une implication nucléaire vont synthétiser leurs particules toujours dans le noyau. Alors, il existe des grands virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme, notamment les Poxviridae. Ces virus ne libèrent pas leur ADN génomique dans le cytoplasme non plus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent un centre de réplication virale dans le cytoplasme entouré d'une membrane. Donc c'est une sorte de mini-noyau viral qui sert au site de réplication virale. Donc tout ça dans l'idée de séquestrer la réplication de l'ADN viral pour le cacher des systèmes de détection d'acides nucléiques étrangers présents dans le cytosol. Alors, chez les virus à ARN, on a quelque chose de semblable. Chez les virus ARN brun plus, un truc qui est vraiment une caractéristique qui est partagée par les picornais et les Flaviviridae, c'est qu'on a des usines de réplication virale qui sont adossées au réticulum endoplasmique. Donc, on peut voir ça en microscopie, en cryomicroscopie électronique. On fait une sorte de couche mince d'une cellule infectée et on passe ça devant un cryomicroscopique électronique en bougeant un petit peu les angles d'accumulation de données. Et ça permet d'avoir un aperçu en 3 dimensions de comment sont organisés les sites de réplication virale par rapport au réticulum endoplasmique. Et donc, on a ces sortes de sites ici, là, des sortes de sphères entourées de membranes. Et ici, ce sont des sites de réplication de l'ARN viral qui communiquent avec les cytosols juste par une sorte de petite pore dans la membrane. Et les Picornaviridae ont aussi des sortes de sites de production cytoplasmique, mais qui sont adossés au réticulum endoplasmique.
Chez les virus ARN brun moins, on trouve à peu près la même chose pour les Rhabdoviridae, le virus de la rage, les complexes de nucléoprotéines, ARN, phosphoprotéines, polymérases qui sont en train de répliquer l'ARN génomique sont concentrés sur un seul site et ça donne ces sortes de paquets de nucléoprotéines et d'ARN viral qui sont attachés au cytoplasme, mais qui donnent des sortes de grosses granules à partir de lesquelles on voit le bourgeonnement des nouvelles nucléocapsides. Et ces structures-là sont visibles en microscopie optique et c'est ça qui donne des corps d'inclusion dans les neurones infectés. Donc ça, c'est une coupe de cerveau, je pense, d'une personne qui est décédée, qui a été tuée par une infection par le virus de la rage. Et on voit ici ce qu'on appelle un corps négri qui est très distinctif d'une infection par le virus de la rage. Donc avant les techniques moléculaires, la PCR et tout ça, sur nécropsie, on pouvait faire un diagnostic de la rage à partir de ces images en histologie, en anapathe. Une exception pour les virus ARN, c'est le virus de la grippe, les orthomyxoviridae. Ce sont des virus à ARN qui se répliquent dans le noyau. Dans leur site de production de particules virales, de nucléocapsides, ça va être dans le noyau. Ok, donc on réplique son ADN ou son ARN génomique dans un site spécifique à la cellule. Comment on fait pour construire une nucléocapside? Et donc, les nucléocapsides sont formés de centaines de copies, la plupart du temps, de une ou plusieurs protéines de capsides, et ils doivent former une structure moléculaire complexe. Alors, plusieurs protéines de capsides virales ont la capacité de auto-assemblage, c'est-à-dire que si on exprime la protéine toute seule, elle va s'associer et former des capsides. Donc ça, c'est vrai pour les Caliciviridae. Pour les Polyomaviridae, j'aurais dû mettre là-bas, Papillomaviridae éventuellement. Moitié moins vrai pour les Picornaviridae. On verra que il faut aussi l'ARN viral. Et le truc qui est intéressant ici, c'est que cette formation de capsides qui est autonome est ce qui permet de former des particules pseudo-virales, les virus-like particles ou VLP, qui sont des capsides vides sans génome viral à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est exploité pour la production du vaccin contre les papillomavirus humains, autrement appelé le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Donc ces vaccins-là, ce sont les VLP de papillomavirus humains associés au développement de cancer. Et il est possible de les former parce que si on exprime la protéine de capside dans un système de levure ou de cellules d'insectes, on peut former des capsides qui sont identiques aux particules virales, mais qui sont totalement sûrs parce qu'il n'y a pas d'ADN viral dans la particule. Donc ce sont des trucs non infectieux. Alors, assemblage autonome. Ça marche pour certains virus. Certains virus utilisent une sorte d'échafaudage protéique autour de laquelle la capside est formée. Ça, c'est chez les herpesvirus. Et beaucoup de virus assemblent leurs nucléocapsides autour de l'ARN ou l'ADN génomique. Donc ça, c'est vrai pour les virus avec des capsides hélicoïdales, les mononégavirales virales et beaucoup de virus ARN brun, plus chez les plantes. Aussi vrai un petit peu pour les rétrovirus. Alors, on va regarder ça pour les Picornaviridae. C'est un exemple de auto-assemblage, mais qui a besoin de certaines étapes supplémentaires. Alors, les
protéines de capsides des picornavirus, VP1, VP2, VP3 et VP4, sont synthétisées d'abord sous forme d'une polyprotéine. Donc, les 4 protéines de la capside n'ont pas besoin de se retrouver dans le cytoplasme parce qu'elles sortent ensemble du ribosome sous forme d'une polyprotéine. Et le premier clivage de la polyprotéine qui couvre tout le génome viral, c'est de séparer les 4 protéines de capside de tout le reste des protéines dans la polyprotéine. Donc, le premier clivage protéolytique va nous donner cette protéine, la polyprotéine VP1, VP2, VP3, VP4, et qui va se replier dans le sous-unité répétée qui permet de former les capsides. Donc, si on reste comme ça, on a juste les 4 protéines individuelles qui sont associées dans cette sorte de polyprotéine VP1 jusqu'à VP4, et les petites protéines ne s'associent pas entre elles. Donc, pour démarrer le processus d'assemblage, il faut à nouveau l'intervention de la protéase 3C virale qui va cliver cette polyprotéine VP1, 2, 3, 4 en VP0, qui est en fait VP4 et VP2 collés ensemble, et les deux protéines virales VP1 et VP3. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle la particule 5S, ces petits assemblages de ces 4 protéines-là, vont s'assembler en pentamère, qui donne une particule 14S. Et ces pentamères, donc en 12 pentamères, peuvent s'associer pour former une capside, qui donne la particule dite 75S. Mais cette structure-là, elle n'est pas stable. Donc si on a juste les protéines virales seules, on a une sorte d'équilibre entre les pentamères de polyprotéines de capside et la particule virale entière. Donc on a un auto-assemblage, mais qui n'aboutit pas à une particule virale stable. Donc pour obtenir une capside virale stable, il faut encapsider l'ARN viral, et c'est ça qui permet le dernier clivage protéolytique, qui permet la maturation de ces capsides instables en une particule virale qui est beaucoup plus résistante. Et elle est 150S en termes de densité. Pourquoi elle est plus dense que cette particule-là? Parce qu'elle a l'ARN viral à l'intérieur. Donc on a protéines plus ARN dans une particule de la même taille, donc on a une particule qui est plus dense. Donc ça, c'est un truc intéressant parce que les protéines de capsides sont dotées de cette capacité d'auto-assemblage, mais pour assurer de libérer des particules virales qui ont un génome à l'intérieur, la dernière étape, donc ces particules-là auto-assemblées ne sont pas très très stables. Et c'est cet équilibre entre les formes 14S et 75S qui permet de ne pas produire et libérer tout un tas de particules vides. Parce que les particules vides sans ARN à l'intérieur sont instables. OK, donc capacité d'auto-assemblage, ça c'est quelque chose qu'on trouve très très fréquemment chez beaucoup de virus ARN et virus ADN. Donc chez les polyomaviridae, les protéines de capsides majeures, VP1, ça forme un pentamère, et chaque pentamère est associé avec une copie soit de VP1, VP2 ou VP3. Et tout ça, ça se fait dans le cytoplasme. Et ce sont ces pentamères-là qui sont importés dans le noyau qui vont encapsider le génome. On a quelque chose de semblable chez les adénovirus avec les pentamères de la protéine de pentone qui se forment spontanément. Les protéines de fibres s'associent spontanément en trimère. Et ensuite, les pentamères de protéines de pentone et les trimères de protéines de fibres s'associent et l'ensemble est importé dans le noyau. On a quelque chose de semblable pour les protéines de hexone,
on a 3 copies de la protéine 3 qui forment un hexone, et ça va être importé dans le noyau. Alors, une chose qui est intéressante ici, c'est qu'on a l'utilisation d'une protéine chaperonne virale qui est essentielle pour cette étape de trimérisation. Et lorsqu'on parle de auto-assemblage des protéines de capsid virale, souvent c'est dépendant des protéines chaperonnes cellulaires. C'est ce qui va empêcher l'agrégation d'un monomère et permettre de maintenir les monomères sous forme stable jusqu'à ce que les formes pentamériques ou trimériques ici vont s'associer. Donc, le processus ici est présenté comme un processus autonome dépendant uniquement des protéines virales, mais souvent c'est dépendant des protéines chaperonnes cellulaires pour éviter l'agrégation de monomères de protéines de capsid. Chez les... Ouais, on va faire un petit peu ça. Les herpès-virus, les protéines de capsid, toutes seules ou associées avec des chaperones cellulaires, ne sont pas capables de former des capsides toutes seules. Elles doivent être associées à une protéine d'échafaudage qui, pour le virus herpès simplex 1, est la protéine VP22A. Alors, pour la production ou la synthèse ou l'assemblage de capsides chez les herpès-virus, les protéines des hexones qui forment la plupart de la capside sont associées à la protéine d'échafaudage, et les protéines de portail qui forment une sorte de petite ouverture sur un des sommets de la capside icosaédrique sont également associés avec des protéines d'échafaudage. Et ce qui va démarrer la formation de la capside, c'est d'abord une sorte de... Donc c'est la protéine de pore avec les protéines d'échafaudage qui forment une sorte de noyau de polymérisation avec les protéines d'échafaudage qui vont apporter de plus en plus de copies de protéines majeures de capside pour former ce qu'on appelle une procapside de forme sphérique. Mais le problème pour le virus, c'est que cette procapside, elle est pleine de protéines d'échafaudage. Il n'y a pas la place pour mettre le génome dedans. Donc, première étape, formation de procapside orchestrée par la protéine d'échafaudage. Ensuite, ce qui doit se passer, c'est qu'une protéase virale est également incorporée à l'intérieur de ces capsides et qui va dégrader toutes les protéines d'échafaudage qui sortent pour donner une capside vide. Et en dernière étape, l'ADN viral est injecté ou forcé à l'intérieur de la capside par une sorte de moteur moléculaire viral qui pousse l'ADN à l'intérieur de la capside. Alors ça, c'est un processus qui nécessite de l'énergie métabolique. Donc, c'est accompagné par l'hydrolyse de l'ATP. Pourquoi il faut rajouter de l'énergie? Parce qu'on a beaucoup d'ADN qui a une charge négative que l'on va contraindre à être présent dans un espace très, très réduit. Donc, c'est très défavorable sur le plan thermodynamique. Donc, il faut rajouter de l'ATP pour utiliser de l'ATP pour pousser l'ADN dans la capside. Le revers de la médaille, c'est que lorsque le virus s'accroche au port d'entrée nucléaire, c'est ça qui va permettre l'ouverture de ce portail. La sortie de l'ADN est spontanée parce qu'il est énergétiquement très très favorable pour que tout l'ADN sorte de la capside. D'accord, donc on met de l'énergie pour pousser tout l'ADN à l'intérieur, mais lorsque le virus va infecter une nouvelle cellule, l'ADN va sortir spontanément. Ok, donc c'est quelque chose que l'on voit exactement le même processus
chez les codovirales, c'est-à-dire les bactériophages avec une queue. C'est encore une indication qu'il y a une relation phylogénétique très très ancienne entre tous les herpesvirus et les bactériophages comme T4, comme bactériophages lambda, etc. Ok, je vais sauter cette question-là. Oui, je vais faire un petit peu sur les séquences d'empaquetage, parce que ça c'est important. Une chose essentielle pour le virus, c'est, ok, on peut former une capside, mais pour former une particule virale, il faut mettre le génome viral à l'intérieur de cette capside. Et il ne faut pas non plus mettre n'importe quel acide nucléique cellulaire à l'intérieur de la capside. Donc chaque virus doit avoir un moyen de encapsider préférentiellement, voire spécifiquement ou au moins préférentiellement, son propre génome. Alors, on a, bon, dans la plupart du temps, l'utilisation d'une séquence spécifique dans le génome viral, absent dans les ARN ou les ADN cellulaires, qu'on appelle la séquence d'empaquetage, symbolisée par la lettre grecque psi. Donc les séquences d'empaquetage sont soit les séquences qui forment une structure secondaire spécifique, ou alors ce sont des séquences spécifiques qui sont reconnues par des protéines virales qui permettent l'encapsidation. Alors, il existe certains virus qui n'utilisent pas de séquences psi, et ça c'est une question comment ils font pour empaqueter uniquement leur ADN ou leur ARN. Et les orthomyxovirus ont un autre problème. C'est-à-dire pour le virus de la grippe, on a 8 segments génomiques, mais comment on fait pour assurer qu'on a une copie de chaque segment? Ça, c'est un problème. Alors pour les séquences psi, je pense que je vais juste faire ça pour... Ouais. Probablement cette diapo est la suivante, pour aller jusqu'à midi 20. Alors, les séquences psi ont été identifiées d'abord chez le virus du mosaïque du tabac. Et sur ce virus, chez ce virus et chez beaucoup de virus ARN, brun plus chez les plantes, on a une séquence d'ARN viral qui forme une structure secondaire qui est caractéristique, en sorte de tige boucle ici. Et cette structure est fixée spécifiquement par des anneaux de protéines de nucléocapsides. Et c'est l'interaction entre un anneau de nucléocapside et la séquence psi dans l'ARN génomique viral qui va décaler des deux niveaux de cet anneau-là et permettre et amorcer l'encapsidation de tout le reste de l'ARN viral. Et cette séquence et cette structure-là est spécifique au génome viral. Donc, l'ARN cellulaire ne va pas déclencher l'encapsidation. Okay. On a aussi des séquences psi avec une structure secondaire spécifique chez les rétrovirus. Donc, par exemple, ici, j'ai le VIH1, il me semble. On a la séquence psi qui est caractérisée par différentes régions de structure secondaire, dont l'ARN génomique, qui se fixe spécifiquement sur la protéine de nucléocapside virale. Alors, une chose qui est intéressante ici, j'attire votre attention sur ce détail, c'est que le site donneur d'épissage se retrouve dans la séquence psi. Ça, c'est pas bête, ça. Parce que on a vu que le virus produit des transcrits multi-épicés, mono-épicés et non épicés. Le seul transcrit viral qui contient tous les gènes viraux, ce sont les transcrits non épicés. Et du fait d'avoir le site donneur d'épissage à l'intérieur de la séquence psi, ça empêche le virus d'encapsider les transcrits qui sont mono ou non épicés, mono ou multi-épicés. Donc ça, c'est pas mal ça, parce que c'est ça qui va être un élément important pour assurer que le virus va encapsider un ARN qui est à lui
c'est un ARN viral, et c'est une copie d'ARN viral non épicé, et donc un génome complet. Ok, bon, je vais m'arrêter là, on va reprendre là, soit je l'enregistre, je vais peut-être enregistrer pour garder les 2 derniers cours dispo. Donc à la limite, j'enregistre et je mets ça sur quelque part à un moment donné. Ok, bon ben allez, bonne continuation et puis à demain pour certains.